Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e atelier du Festival des entrepreneurs Demain c'est ici. Un atelier qui sera consacré à la session transmission d'entreprise avec l'intervention de Manuel Boulan, un collaborateur à la CCI, expert sur le sujet, qui vous expliquera tous les enjeux de ce volet-là. C'est donc le dernier atelier de la matinée et cet après-midi, on se retrouvera sur une thématique autour de l'insertion, de l'accompagnement des jeunes dans la dynamique entrepreneuriale. Avec un collectif qui s'appelle Territoire Partagé qui accompagne les jeunes en insertion et les aide à retrouver la voie du travail. Et le deuxième atelier de l'après-midi sera lui porté par l'ICEP et abordera les sujets de l'alternance notamment et de l'accueil d'alternants au sein d'une entreprise. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais laisser la parole maintenant à Manuel pour nous parler des enjeux de la transmission reprise d'une entreprise. Merci Mathias. Et puis merci à tous pour votre présence ici dans la salle et puis aussi sur le web. Donc effectivement l'atelier d'aujourd'hui va traiter du sujet de la transmission reprise d'entreprise. Donc pendant à peu près 45 minutes, ce que je vous propose de faire à la rigueur, c'est de dérouler le diaporama. Et puis éventuellement on se réserve un petit moment d'échange, de questions. Alors en sachant que j'ai quand même pas mal de diapos, pas mal de choses à voir avec vous, et donc pensez à aller sur le site internet directement, demain c'est ici, d'ici quelques heures peut-être, le diaporama sera directement en ligne, vous pourrez le retrouver et donc vous aurez moyen de retrouver l'ensemble des informations des sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Alors juste en introduction, 2 mots sur ce que je fais. Donc, le réseau des CCI est présent sur le sujet de la transmission reprise d'entreprise depuis de nombreuses années, notamment via un outil qui à l'époque s'appelait Transcommerce, qui était un outil d'annonce de cession. Donc je pense pouvoir dire, moi j'étais pas encore arrivé à la CCI, mais je pense pouvoir dire que cet outil a au moins 20 ans d'existence. Et donc à l'époque, effectivement, on diffusait des annonces de cession via un annuaire et donc chacun pouvait consulter les annonces d'entreprise à reprendre dans cet annuaire. Donc à l'époque, il était bien entendu en version papier. Et puis maintenant, l'outil existe toujours, mais en version numérique. Donc ça s'appelle Transentreprise. Le site internet, c'est transentreprise.com. Donc c'est un outil qui existe depuis pas mal d'années, qui est géré par le réseau des CCI et qui intègre plusieurs autres partenaires, dont notamment le partenaire Chambre de métier. Et donc notre rôle via cet outil, c'est continuer aussi à diffuser des annonces de cession et de reprise d'entreprise également. Voilà, donc et puis alors deux mots donc sur ce que je fais. Donc j'accompagne des projets de cession et de reprise d'entreprise depuis maintenant 8 ans à la CCI. Donc sur le temps qu'on a à disposition, je vais traiter quand même un certain nombre de sujets. Donc pour vous donner les grands thèmes, on va parler du marché de la transmission d'entreprise, on va parler de la préparation du projet de cession, quand transmettre, tout ce qui est relatif à la préparation patrimoniale, le périmètre de cession, les diagnostics. On va parler valorisation, base documentaire, équipe d'accompagnement, information des salariés, recherche de repreneurs, recherche de cédants. Audit d'acquisition, plan de financement, financement de la reprise. Et là, je m'aperçois en faisant la liste que ça fait beaucoup de thèmes. Et puis, donc, à la fin du diaporama, vous allez voir donc les différentes étapes de cession et de reprise d'entreprise. Et puis, donc, on parlera aussi des facteurs clés de succès d'une reprise et des facteurs clés de succès d'une cession d'entreprise. Voilà le programme que je vous propose pour les 45 minutes qui suivent, 40 maintenant. Et pour commencer, alors donc le marché de la transmission d'entreprise, donc là ce sont des informations que vous pourrez retrouver sur internet, ce sont des données BPI, et en sachant que c'est assez compliqué d'avoir des informations fiables sur ce champ-là. Donc là, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y aurait 68 000 entreprises à reprendre chaque année, et dont 6 650 entreprises de 5 à 249 salariés, donc des PME.
53% des entreprises n'ont pas de salariés et 94% en ont moins de 10. Donc c'est un point qui est important sur cette diapo. 94% des entreprises ont moins de 10 salariés et probablement qu'une très grande majorité d'entre elles ont même pas de salariés ou un salarié. C'est une des particularités justement de la démographie des entreprises en France, c'est qu'on a beaucoup de très petites entreprises. La difficulté qu'on peut avoir quand on parle de cession ou de reprise d'entreprise, c'est qu'effectivement, céder une très petite activité est quand même plus compliqué que de céder une entreprise d'une certaine taille quelque part. Et côté repreneur, la plupart des repreneurs sont en recherche d'entreprises de plus de 10 salariés, ce qui fait que, au final, les plus petites entreprises ont aussi plus de difficultés à être cédées. Parmi ces entreprises qui sont cédées, 30% des entreprises sont cédées en interne, donc les reprises se font en famille ou par l'intermédiaire des salariés. 45% sont cédées en externe et 25% des entreprises cessent ni plus ni moins leur activité sans avoir pu être prises. Alors tous les secteurs d'activité sont représentés. Donc effectivement, n'importe quel type d'activité, n'importe quel type d'entreprise peut être vendu. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que les candidats ont quand même quelques critères de recherche qui évoluent dans le temps d'ailleurs. Mais là, effectivement, on voit que les repreneurs sont plus en recherche d'entreprises dans les activités des technologies de la communication, les médias, l'énergie renouvelable, le service aux entreprises, l'industrie, l'agroalimentaire. Et pour les porteurs de projets qu'on voit venir en CCI, c'est vrai que beaucoup de personnes finalement nous sollicitent sur des activités qui sont souvent les mêmes en fait. Donc les activités notamment d'industrie, les activités d'agroalimentaire, ça on voit beaucoup de porteurs de projets sur ces thématiques-là. Alors, quand on évoque le sujet de la transmission, le chef d'entreprise se pose la plupart du temps la question de savoir à quel moment il faut transmettre, il faut lancer un projet de cession d'activité. Donc là, effectivement, parmi les réponses, c'est effectivement de se dire qu'il faut envisager la cession à partir du moment où on sait quoi faire après la cession de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire demain une fois qu'on n'aura plus l'activité de l'entreprise? Il faut aussi se poser la question de l'entourage, de savoir si les associés qu'on peut avoir dans l'activité sont d'accord pour la cession, et effectivement que l'entourage du chef d'entreprise soit aussi d'accord pour que l'entreprise soit transmise et que le chef d'entreprise puisse avoir une nouvelle activité. Alors, une phrase volontairement un petit peu provocatrice, donc on transmet quand le chef d'entreprise est prêt à acheter son entreprise au prix où il souhaite la vendre. Donc ça, c'est un des critères qui permet effectivement d'avancer aussi bien sur les projets de cession. J'évoquerai le sujet justement sur la valorisation d'entreprise tout à l'heure. C'est une des phrases clés qui est importante à retenir quand on est chef d'entreprise et qu'on envisage de lancer son projet. Alors quand la CAF permet de rembourser le prix de cession dans un délai raisonnable, on est un petit peu dans la même logique, qui est liée plutôt au prix de cession. Donc là, c'est un indicateur financier, la capacité d'autofinancement. Pour résumer un peu dire ce que c'est la somme d'argent que l'entreprise génère chaque année. Et cette somme d'argent permet de réinvestir, permet de rémunérer les associés, permet de subvenir aux besoins de financement du quotidien. Et puis il permet surtout aux candidats à la reprise d'entreprise de pouvoir rembourser des emprunts sur l'acquisition, les emprunts contractés pour l'acquisition de l'entreprise. Donc ça veut dire que effectivement il faut que l'entreprise génère un volume d'activité, une rentabilité qui permet au repreneur justement de pouvoir rembourser l'emprunt qu'il va réaliser pour l'acquisition de la société. Donc voilà, quelque part c'est un petit peu une méthode aussi de valorisation de l'entreprise. Et puis dernier sujet sur le moment où il faut envisager de transmettre l'activité, c'est à partir du moment où on a fait le point sur la dimension fiscale et patrimoniale liée à la cession de l'activité. Donc c'est la diapo suivante.
Hop. Donc, et quelque part, c'est peut-être même la première étape pour un chef d'entreprise qui souhaite céder, c'est de se préparer d'un point de vue patrimonial et d'un point de vue fiscal. Alors là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vous laisserai regarder justement cette diapo. L'idée principale étant justement de bien préparer, de consulter les différents experts du sujet pour justement savoir comment va se passer la cession d'entreprise d'un point de vue fiscal et patrimonial. On ne peut pas lancer un projet, ou en tous les cas, on ne peut pas lancer une recherche de repreneur tant qu'on n'a pas connaissance justement de la dimension patrimoniale et fiscale de la cession. Je ne rentre pas dans le détail sur ces éléments-là. Il faut bien entendu prendre contact avec des experts. Ensuite, quand le chef d'entreprise à régler cette question liée au patrimoine et à la fiscalité de la cession, vient la question suivante qui est le périmètre de cession. Le périmètre de cession, c'est ce qu'on souhaite vendre. Donc on peut envisager de céder plusieurs choses dans une entreprise. Et donc là, sur les quelques diapos qui suivent, on va voir de façon, je dirais presque progressive, ce qu'il est possible de céder dans une activité. Alors, l'allocation-gérance, le premier point, c'est une petite particularité, c'est pas vraiment une cession au sens strict du terme, c'est le chef d'entreprise qui reste propriétaire de son activité et il va choisir de confier la gestion de l'entreprise à une tierce personne qui est le locataire gérant. Et cette tierce personne, là je caricature un petit peu, je vais assez vite, mais cette tierce personne va être libre de la gestion de l'entreprise, donc il va en retirer les fruits aussi, mais il ne sera pas propriétaire de l'entreprise. C'est un moyen qui est utilisé de plus en plus dans la transmission d'entreprise, puisque ça peut être une première étape pour un cédant, de dire voilà, dans un premier temps, je vais mettre mon entreprise en location-gérance, et quand le locataire gérant aura bien maîtrisé l'activité, dans ces cas-là, je pourrais lui céder entièrement l'entreprise. Donc ça peut constituer une première étape qui est intéressante. Il y a bien entendu d'autres avantages et inconvénients dont il faut bien sûr tenir compte avant de se lancer sur le principe d'une location-gérance de l'activité. La deuxième chose, c'est la cession du droit au bail. Donc là, le droit au bail, c'est quand l'entreprise dispose d'un emplacement, le chef d'entreprise peut dire je vais vendre, je vais céder le contrat qui me permet d'utiliser l'emplacement commercial. Voilà. Donc là, on propose justement aux repreneurs d'utiliser cet emplacement et de bénéficier des caractéristiques de ce droit au bail. Donc notamment le loyer, le loyer du bail, et puis la destination, c'est-à-dire l'activité qu'on peut exercer à cet emplacement. Effectivement, c'est assez fréquent. Il faut bien voir aussi que parfois le droit au bail peut avoir une valeur supérieure au fonds de commerce dont je vais parler tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il arrive fréquemment que les commerces soient plus sur une tendance de cession du droit au bail plutôt que d'une cession de fonds de commerce ou de parts sociales. Autre chose qu'on peut céder également quand on est chef d'entreprise, donc c'est le fonds de commerce ou fonds artisanal. Donc ça, on le voit très très fréquemment dans les petites entreprises. Le fait de céder le fonds de commerce, ça concerne bien entendu que les entreprises individuelles, puisque là, pour une entreprise individuelle, il n'y a pas de société, donc on ne peut pas vendre de société entière. On ne vend que le fonds de commerce ou le fonds artisanal. Et là, l'idée, c'est de céder qu'un des actifs de l'entreprise, donc le fonds de commerce, sans céder tout ce qui a attrait aux dettes de l'entreprise. Donc quand on est chef d'entreprise, je vais prendre l'exemple d'un commerce de proximité, on est dirigeant d'une société par exemple qui exploite un fonds de commerce. Dans ces cas-là, le dirigeant, s'il prend sa retraite, il peut envisager de céder le fonds de commerce. Donc en gros, sa société va céder le fonds de commerce et lui, derrière, il reste propriétaire de la société, et la société ayant cédé son fonds de commerce, ça devient une coquille vide. Et le chef d'entreprise
au moment où il prend sa retraite, va liquider l'entreprise et donc pour se libérer justement totalement de son activité. Donc c'est vrai que dans beaucoup de secteurs d'activité, on parle de cession de fonds de commerce plus que d'entreprise. Et enfin, en périmètre de cession, on a donc du coup la cession de l'ensemble de l'activité. Donc là, on parle de cession de parts sociales ou d'actions en fonction de la structure juridique de l'entreprise. Donc ça ne concerne bien entendu que les sociétés. Et donc là, l'idée, c'est de céder l'actif, donc tout ce que possède l'entreprise, mais également de céder le passif, l'ensemble des dettes de l'entreprise. Donc c'est un mode de cession, ou j'allais dire un schéma qu'on voit assez régulièrement, plus régulièrement dans les entreprises d'une certaine taille quand même, et qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre que quand on est sur de la cession de fonds de commerce. Là, je vous dis ça de façon générale. Et donc parfois, effectivement, le chef d'entreprise peut préférer de céder ses actions ou ses parts sociales pour des raisons d'opportunité, pour des raisons patrimoniales et fiscales. Pour le repreneur, il peut aussi être intéressé par l'acquisition plutôt des parts sociales ou des actions pour une raison. Je peux vous citer un exemple. Si effectivement l'entreprise a un contrat particulier avec un fournisseur, le fait de racheter les actions ou les parts sociales permet de faire suivre l'ensemble des contrats. Donc ça veut dire que la société existant toujours, le repreneur, lui, va bénéficier de l'ensemble de l'historique de l'entreprise. Donc c'est un avantage que beaucoup de repreneurs voient. Et puis, par contre, les inconvénients, c'est de bien gérer justement le passif de l'entreprise de façon à ce que ce passif soit bien maîtrisé et ne porte pas préjudice aux repreneurs. Dans ce contexte-là, vous verrez dans la diapo, il est mentionné justement la garantie d'actifs et de passifs. Et donc le repreneur et le cédant vont signer ce document-là pour que le repreneur soit protégé de la réalité de la valeur de l'actif et de la réalité de la valeur du passif de l'entreprise. Ensuite, donc l'étape suivante, quand on connaît le périmètre de cession, le chef d'entreprise doit idéalement réaliser un diagnostic général de son activité qui permettra justement d'écrire un peu l'histoire de l'entreprise et d'écrire le fonctionnement de l'entreprise. Donc quand on accompagne un projet de cession, justement, le fait de faire ce diagnostic nous permet justement de rédiger un dossier de présentation de l'activité, dossier qu'on va utiliser pour le repreneur quand il marquera un intérêt sur cette activité. Le diagnostic, c'est aussi parler de valorisation et c'est aussi préparer en quelque sorte une phase d'audit. Donc des diagnostics, il en existe plusieurs. Vous en avez quelques-uns de cités sur le diaporama, mais l'activité, les moyens, les ressources humaines, tout ce qui est aspect juridique, financier, QSE, etc., etc. Le sujet de la valorisation, donc là l'idée c'est de dire je vends mon entreprise, mais à combien je peux envisager de la céder. Donc là vous avez plusieurs méthodes qui peuvent être employées pour répondre à cette question. Donc vous en avez quelques-unes qui sont citées dans le diaporama, celles qui sont la plupart du temps utilisées pour de la valorisation. Donc la première méthode, c'est la valorisation par le chiffre d'affaires. Alors il existe des barèmes qu'on peut consulter et donc le principe c'est que pour un domaine d'activité on sait que globalement d'un point de vue statistique les cessions se font sur un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc pour vous donner un exemple, je ne sais pas s'il serait tout à fait juste, mais si on est sur une activité de menuiserie, eh bien, on va pouvoir lire dans ces barèmes que l'activité de menuiserie peut être cédée à hauteur de 35% du chiffre d'affaires, par exemple. Donc ça, c'est un moyen de valoriser une entreprise assez rapidement. Donc c'est une méthode qu'on peut employer, mais ce n'est pas la seule. Il faut confronter le résultat de cette méthode avec d'autres méthodes.
Donc la méthode suivante, c'est la valorisation par la méthode des comparables. Donc là, le principe, c'est de dire, je travaille dans ce secteur d'activité, il y a eu d'autres sessions qui se sont faites sur le même secteur d'activité que le mien, et dans la même zone géographique, avec des entreprises qui sont comparables à la mienne, et dans ces cas-là, je vais voir à quel prix les transactions se sont faites sur ces entreprises cédées. Et donc, du coup, moi, je vais valoriser mon entreprise en fonction des transactions qui ont pu être faites avec des entreprises du même secteur d'activité que moi. Autre méthode employée, la méthode de l'actif net corrigé. Donc le principe, c'est de dire l'entreprise vaut ce qu'elle possède. Donc en gros, là aussi, je vais résumer, mais le principe est de dire que l'entreprise possède un ensemble de biens, donc l'actif de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, on valorise l'ensemble des éléments de cet actif auquel on va déduire ensuite les dettes de l'entreprise. Donc ce que l'entreprise possède moins les dettes qu'elle a va donner la valeur de l'entreprise. Donc c'est un travail qui peut être assez fastidieux en fonction justement de l'actif de l'entreprise, ce qu'elle possède. Plus elle a d'actifs, plus le travail peut être complexe. C'est une méthode qui est beaucoup employée. On a ensuite la méthode basée sur la rentabilité de l'entreprise. Donc en gros, le principe est de dire l'entreprise vaut ce qu'elle rapporte. Donc là, on ne part pas d'un volume d'activité, on ne part pas de la valeur d'un actif dans l'entreprise, on va plutôt se dire l'entreprise génère de la rentabilité, et donc on va appliquer des coefficients sur les agrégats qui présentent la rentabilité de l'entreprise. Donc là, en fait, on part d'un résultat, on part d'un excédent brut d'exploitation, on part d'une CAF dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc on va appliquer un coefficient qui est un coefficient de marché, entre guillemets, qui va nous donner une valeur à l'entreprise. Donc là, même chose, je ne vais pas forcément détailler trop, mais c'est une des méthodes qui est employée notamment par les candidats à la reprise, puisque les candidats à la reprise ont besoin justement de voir au travers de la rentabilité comment ils vont pouvoir rembourser l'emprunt qu'ils vont faire sur l'acquisition d'entreprise, et puis comment ils vont pouvoir se rémunérer. Juste une petite chose par rapport à l'indicateur EBE, l'excédent brut d'exploitation. C'est un indicateur qui est très très important, puisque c'est cet indicateur-là de gestion qui mesure la rentabilité de l'activité sur son cœur de métier. Voilà, donc quand on dit qu'une entreprise a fait 100 000 euros d'excédent brut d'exploitation, c'est 100 000 euros de résultat sur son cœur de métier. Et donc, pour valoriser une entreprise sur cet agrégat-là, par exemple, si je reprends l'exemple de la menuiserie de tout à l'heure, donc la menuiserie, on va la valoriser au travers d'un pourcentage de son chiffre d'affaires. Je parlais des 34-35% tout à l'heure. Et puis, on peut aussi confronter cette valorisation au travers de la valorisation par la rentabilité, de se dire, cette même entreprise, si elle fait 100 000 euros de BE, dans ces cas-là, on va appliquer un coefficient de 4. Et donc, on considère que l'entreprise vaut 400 000 euros au travers de la méthode de rentabilité. Et donc, ça nous donne déjà deux indicateurs qui sont intéressants et qui nous permettent justement de travailler sur la valeur d'entreprise. Toute la complexité du sujet, c'est justement de savoir quelle est la meilleure méthode à employer, bien entendu, parce que parfois, on peut avoir des méthodes qui donnent des résultats qui sont très très différents. Du genre, l'entreprise, si on regarde sa valeur d'actif, peut valoir 500 000 euros. Et si on regarde sa valeur de rentabilité, elle peut tomber à 100 000 euros. Et donc ça, c'est forcément source de conflit entre un cédant et un repreneur. Le repreneur, lui, voulant bien entendu valoriser au travers de la rentabilité, et le chef d'entreprise, souvent voulant valoriser au travers de la valeur de l'actif. Donc c'est forcément un sujet de débat très important entre le cédant et le repreneur. L'important pour l'un et l'autre étant de bien comprendre comment on fait pour valoriser et ce qu'on inclut ou on exclut dans chacune des méthodes. Donc ça, c'est les
quelques grandes méthodes qui sont la plupart du temps employées. Bon, j'ai pas mis de diapo concernant la valorisation par rapport à la rentabilité à venir de l'entreprise. C'est une autre façon de procéder. Mais en complément, voilà ce qu'on peut dire sur la valorisation d'entreprise. Ce n'est qu'une fourchette de valeur. Quand on parle de valorisation, on parle bien de fourchette de valeur. On dit que l'entreprise vaut entre temps et temps. Donc on n'affiche pas forcément un montant fixe. Hein. On parle toujours de fourchette. Comme je disais tout de suite, justement, les méthodes peuvent donner des résultats qui sont vraiment très très variés. Et tout là réside justement dans la compréhension du pourquoi on obtient des résultats très variés. Ce n'est pas une science exacte, donc bien qu'on manipule beaucoup de chiffres, eh bien c'est pas une science exacte. Donc en fait chaque personne qui s'emploie à la valorisation d'une entreprise va avoir ses propres façons de procéder, sa propre expérience, et donc en fonction de l'évaluateur, on va pouvoir avoir des résultats qui vont être parfois très très différents. C'est une discipline complexe, puisque effectivement la valorisation, on peut la faire en 3 minutes, comme on peut la faire en 3 heures ou en 3 jours. Tout dépend du temps et du degré de complexité qu'on met dans cet exercice. Bon voilà, faut cependant ne pas être dans les 3 minutes, peut-être pas non plus dans les 3 jours, mais avoir quand même quelque chose de réfléchi, de construit, pour que à la fois le cédant et le repreneur puissent partir sur des bonnes bases d'échange. Et puis enfin, dernier élément sur le complément lié à la valorisation, c'est que la valorisation de l'entreprise n'est pas la même chose que le prix de cession. Donc ça, c'est un point, l'un des points clés dans des affaires de cession-reprise d'entreprise. Une entreprise peut valoir un certain montant, mais en face, s'il n'y a pas de candidat à la reprise intéressé par l'activité, le prix de cession peut être fortement diminué. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre valeur d'entreprise et prix de cession définitif. Alors la base documentaire, c'est l'ensemble des documents qui vont être à collecter par le chef d'entreprise ou par le candidat à la reprise pour pouvoir l'un présenter son activité et puis l'autre étudier la reprise de l'entreprise. Donc, en document qu'on a dans des projets de cession de reprise d'entreprise, on a d'abord le dossier de présentation. Donc, il peut être entre 5, on va dire, et jusqu'à 50 pages, hein, si je prends les extrêmes. C'est en fonction justement de l'ensemble des informations qu'on a à présenter. En sachant que le dossier de présentation n'est pas là pour être exhaustif dans la présentation de l'entreprise, il est surtout là pour donner un ensemble d'informations au candidat à la reprise pour que ce dernier puisse valider son intérêt pour l'activité. Donc c'est un document de présentation de l'entreprise, mais c'est aussi un document de communication en quelque sorte. Donc on ne met pas tout dans ce document. On n'est ni trop, ni dans le trop, ni dans le trop peu, quoi, en quelque sorte. On a un autre document qu'on qualifie de teaser cédant, ça c'est un petit peu pour le terme technique on va dire, mais le teaser cédant c'est un document très simple qui va donner les grandes lignes de l'activité et ce document-là ne va pas donner le nom de l'entreprise. Donc ça va être un support de communication pour le cédant et ses conseils pour justement diffuser une information auprès des repreneurs et ces repreneurs vont pouvoir marquer un intérêt sur le teaser qu'ils vont lire et demander à rentrer en contact avec le dirigeant. On a la valorisation de l'entreprise, donc là effectivement, quand le chef d'entreprise a fait appel à un expert, cet expert a rédigé un document qui va présenter la valorisation de l'entreprise au travers de différentes méthodes. Et puis on va avoir l'ensemble des documents annexes, donc dans plusieurs catégories, type juridique, documents commerciaux, sociaux, patrimoniaux, comptables. Donc en fait c'est l'ensemble de la bibliothèque documentaire de l'entreprise en quelque sorte. Donc là ça peut constituer beaucoup de documents. Alors au moment de la recherche d'un repreneur, on n'a pas obligation d'avoir cette base documentaire de déjà faite, mais il faut que le chef d'entreprise ait déjà cette liste de documents et qu'il prépare les fameux documents parce qu'à un moment donné, il va devoir les fournir au repreneur.
Quand on lance un projet de cession ou de reprise d'entreprise, on fait forcément appel à des compétences extérieures qu'il faut mobiliser. Donc pour gérer globalement le projet, donc là effectivement nous côté CCI on est plutôt sur cette dimension-là. Donc pour optimiser la fiscalité, on en a parlé 2 minutes, pour valoriser l'entreprise, pour rechercher des candidats à la reprise, pour négocier, retranscrire juridiquement les accords établis. Voilà pourquoi on doit faire appel à des prestataires extérieurs. Sur cette diapo, vous voyez que en fait, alors ça, bon, ça présente un petit peu, je dirais, notre façon d'accompagner nous en CCI les chefs d'entreprise. Donc en fait, vous êtes le chef. Enfin, quand je dis vous, c'est le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise est je dirais, le chef de projet de la cession de son activité. Donc il va s'entourer de différents experts que vous avez dans cette diapo, experts comptables, avocats, conseillers en immobilier, gestion de patrimoine, banquiers, conseil en cession, assureurs, notaires. Et puis nous, côté CCI, alors on se positionne aux côtés du chef d'entreprise pour l'aider à construire son projet avec lui. Donc moi, c'est le rôle que je tiens au quotidien avec les chefs d'entreprise. Le principe étant que je ne suis pas expert d'une des thématiques, je suis plutôt un généraliste de la transmission reprise d'entreprise, et donc à ce titre-là, je peux orienter le chef d'entreprise sur tous les sujets. Mais je ne remplace pas non plus un des experts que vous avez cité dans le diaporama. L'information des salariés, alors on doit forcément en parler. Hein. Quand vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes repreneur dans les semaines à venir d'une reprise, vous devez forcément vous demander si les salariés ont été informés. C'est la loi Hamon qui le stipule. Donc tout chef d'entreprise qui a un projet de cession doit avertir ses salariés. L'idée de cette loi, c'est de permettre aux salariés de pouvoir se positionner sur l'acquisition de l'entreprise. Donc là, je ne détaille pas puisqu'il y a une certaine procédure à respecter justement pour être dans le bon respect de cette fameuse loi Hamon. Et quand vous êtes repreneur, vous devez forcément vous inquiéter sur le fait que le chef d'entreprise de l'entreprise que vous reprenez ait bien fait cette information des salariés au préalable. Trouver un repreneur, donc il y a différents profils de repreneurs, salariés, membres de la famille, donc ça c'est plutôt un interne de l'entreprise, soit une tierce personne, soit éventuellement une entreprise en croissance externe. Donc ça c'est pour les profils des repreneurs. Les moyens à mettre en œuvre pour identifier ces repreneurs, donc quand on parle de commerce, c'est de mettre le commerce en vente chez un marchand de fonds. De communiquer sur différents médias qui existent. Je vous citais tout à l'heure l'outil qu'on utilise, nous, en CCI, qui est transentreprise.com, mais il y en a d'autres. Hein. En parler autour de soi. Et puis, une méthode qui est un petit peu particulière, qu'on essaye de déployer de plus en plus, qui est le fait de lancer une recherche active de cibles. Donc là, le principe, c'est une méthode qui est plutôt employée pour les entreprises plutôt B2B. Le principe étant de voir avec le chef d'entreprise quelles sont les différentes entreprises ou personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par l'activité. Et ensuite, de solliciter directement ces personnes et leur soumettre l'idée de racheter l'entreprise du cédant. Donc c'est une autre approche, et là on est plutôt sur de la recherche active. Alors pour trouver un cédant, ça c'est plutôt côté repreneur. Pour trouver un cédant, donc pour ceux qui sont dans cette dynamique-là, vous savez qu'il existe 2 marchés. Le marché qui est visible, donc là c'est l'ensemble des annonces qu'on peut trouver sur différents outils, notamment Internet. Et puis vous avez le marché qui est caché. Donc le marché caché, c'est l'ensemble des entreprises qui ne communiquent pas sur leur projet de cession ou qui communiquent de façon un peu confidentielle via des experts. Et donc pour vous aider à trouver justement ces entreprises-là, vous avez 2 approches. Soit vous passez par un intermédiaire qui vous aide à identifier des entreprises cibles, soit vous avez plutôt une approche directe, ce qui peut se faire également, c'est-à-dire de simplement lister des entreprises qui peuvent potentiellement vous intéresser et prendre contact avec les chefs d'entreprise. Cette méthode a des avantages et des inconvénients. Le principal inconvénient étant de rentrer en contact directement
directement avec le chef d'entreprise, et ce dernier peut être un peu surpris de votre démarche, et c'est toujours compliqué pour un chef d'entreprise de parler de la cession de son entreprise à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, bon, ceci étant, c'est une méthode qui peut aussi fonctionner. Donc parmi les phases liées à la cession reprise entreprise, il y a une phase qui est celle de l'audit d'acquisition. Alors c'est quand on est bien avancé dans le projet de cession ou de reprise entreprise, qu'il y a eu déjà différents documents juridiques qui ont été signés. Donc là, on est plutôt à un stade avancé dans l'échange entre le cédant et le repreneur. L'audit d'acquisition, le principe est de solliciter, alors c'est le repreneur qui s'en charge avec ses experts, mais c'est en gros, c'est d'ouvrir en fait l'ensemble des tiroirs de l'entreprise et puis d'aller regarder tous les éléments de l'entreprise. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de connaître parfaitement l'activité de l'entreprise avant de signer l'acte définitif d'acquisition de l'entreprise. Alors, je vais peut-être aller un peu plus vite. Je vous laisserai regarder sur le diaporama donc, que vous avez sur le site internet ces diapos pour aller peut-être un peu plus à l'essentiel et nous laisser un petit peu de temps peut-être pour des questions qu'il y aurait soit dans la salle, soit sur Internet éventuellement. Donc le business plan, donc c'est plutôt côté repreneur qui doit construire son plan de reprise, on va dire. À un moment donné, donc dans son plan de reprise, il va falloir qu'il étudie le financement de la reprise. Donc vous avez sur cette diapo de lister l'ensemble des ressources possibles de financement. Les principaux outils juridiques, alors c'est en gros effectivement les documents qui sont la plupart du temps signés entre un cédant et un repreneur. Le premier document étant la lettre d'intention. Donc quand un repreneur est intéressé par la reprise d'une entreprise, il va rédiger un premier document qui est la lettre d'intention. Et ce premier document va marquer un certain nombre d'éléments qui vont être les préalables à un accord à venir. Donc sur le périmètre de cession, sur le prix de cession, sur le calendrier, sur un certain nombre de points. Et donc il va demander, en envoyant ce document-là au cédant, il va demander au cédant de signer ce document, qui va en gros confirmer au cédant qu'il est aussi intéressé par l'offre du repreneur. Et en même temps, il va demander au cédant de lui donner l'exclusivité de l'étude du dossier pendant un temps, qui peut être de quelques semaines, quelques mois. Et une fois que les accords vont se faire entre le cédant et le repreneur, on va avoir d'autres documents qui vont intervenir, le protocole d'accord, la garantie d'actifs passifs, et puis le document final qui est l'acte de vente. Donc il nous reste à peine 10 minutes. Sur les étapes de la transmission et de la reprise, je vais passer ces deux diapos et puis je préfère à la rigueur voir les dernières diapos qui sont, à mon sens, plus importantes, à savoir les facteurs clés de succès ou d'échec d'un projet de cession ou de reprise. Voilà. Donc, les plus pour mieux vendre. Alors, une bonne préparation, ça c'est indispensable. On parle la plupart du temps de 5 ans avant de céder son activité, enfin avant d'envisager de céder son activité. 5 ans nous permettant justement de faire un certain nombre de choses dans l'entreprise pour optimiser la cession à venir de l'entreprise. Même si on n'a que 2 ans ou 1 an, ça n'empêche qu'on peut aussi bien se préparer. Et donc pour ça, il faut lancer effectivement le projet dans les règles de l'art et puis s'adresser aux experts et s'appuyer justement sur la compétence des uns et des autres. Être réellement cédant, c'est aussi un point non négligeable puisqu'il arrive assez fréquemment que les chefs d'entreprise s'aperçoivent assez tard dans le process que finalement ils n'ont pas spécialement envie de céder leur activité, ils ne sont pas prêts pour ça. Et donc, effectivement, idéalement, pour bien vendre, il faut être absolument sûr de vouloir céder son activité. Alors, ça paraît assez idiot de le dire de cette manière-là, mais on rencontre le problème assez régulièrement. Vendre à un prix raisonnable, bien entendu,
Avoir une bonne documentation pour faciliter la lecture du business model par le repreneur. Ça, c'est aussi un point important. Je vous donne juste un exemple que je vois assez régulièrement. Quand le chef d'entreprise dit qu'il a 500 clients et qu'il n'est pas dans la capacité de pouvoir dire qui sont ses clients, quelles sont leurs adresses, leur numéro de téléphone, leur mail, à quel endroit ils se situent, quel chiffre d'affaires il réalise avec eux, c'est un peu compliqué. Donc idéalement, il faut avoir justement toutes ces informations-là en amont pour pouvoir entamer une bonne négociation, un bon échange avec un candidat à la reprise. Il faut s'investir dans le projet de reprise. Alors ça, c'est effectivement, la cession est une démarche qui n'est pas simple à réaliser. Et pour que le projet puisse aboutir, je pense que le chef d'entreprise doit s'investir dans le projet de reprise. Quelque part, le chef d'entreprise doit se dire: j'ai un dernier projet à mettre en œuvre dans mon entreprise, c'est celui de bien transmettre mon activité. Donc je vais aider mon repreneur à être à l'aise, à connaître parfaitement l'activité pour que justement il fasse une bonne reprise. Et puis, alors ça c'est un souci qu'on rencontre régulièrement dans les petites entreprises, il faut avoir délégué pour ne pas être le seul homme clé. Là effectivement c'est l'un des problèmes principaux dans la cession d'entreprise, de petites entreprises, c'est que bien souvent le chef d'entreprise est celui qui détient toute la connaissance et qui génère finalement tout le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ça veut dire que quand ce chef d'entreprise vend son activité, quelque part il part avec l'ensemble de la valeur ajoutée, rendant le projet de reprise beaucoup plus compliqué à réaliser. Les facteurs d'échec d'une cession. Donc on revient un petit peu sur les mêmes idées, mais pas de réelle volonté de vendre, surestimation de la valeur de l'entreprise, l'entreprise opérant sur un secteur d'activité en récession, entreprise qui n'a pas réinvesti, les murs qui sont intégrés à l'entreprise, donc rendant le prix de cession trop important, on va dire. Une entreprise qui dépend d'un seul client, un dirigeant omniprésent et indispensable, et puis un désaccord entre les associés quand les uns et les autres ne sont pas d'accord sur la cession. Côté reprise, donc pour bien engager un projet de reprise, donc il faut être certain de devenir entrepreneur. C'est un peu le pendant du cédant qui n'est pas tout à fait sûr de vouloir céder, mais être certain de vouloir devenir entrepreneur, c'est aussi simple à dire comme ça, mais c'est une réponse que le repreneur, le candidat à la reprise, doit se donner absolument. C'est pas si facile que ça de se donner cette réponse-là, mais effectivement, l'idée étant au moment où on va signer l'acte de rachat d'une entreprise, ça arrive régulièrement que à ce moment-là, le repreneur se rend compte justement du risque qu'il va prendre pour lui, pour sa famille, pour son entourage. Et donc parfois, au dernier moment, il choisit de ne pas se lancer dans la reprise et il fait machine arrière. Il faut avoir le soutien des proches, parce que forcément, quand on est chef d'entreprise, on sait que les journées sont longues, les risques sont importants, donc il faut avoir le soutien des proches. Il faut être disponible dans le temps et dans l'espace. Donc ça veut dire que, par exemple, si on est salarié et qu'on recherche une entreprise, le statut de salarié fait qu'on ne pourra pas forcément se rendre disponible pour aller visiter des entreprises, par exemple. Il faut avoir un lien avec l'activité cible, un lien fort ou faible, c'est-à-dire que quand on envisage de reprendre une entreprise dans un domaine d'activité qu'on ne connaît pas du tout, c'est forcément beaucoup plus compliqué que si on envisage de reprendre une entreprise dans un domaine qu'on maîtrise parfaitement. Il faut disposer des financements en rapport avec le projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vois régulièrement chez les candidats à la reprise d'entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, je caricature sans doute un petit peu, mais le principe est là. Je suis repreneur, je recherche une entreprise qui me générera un revenu de 150 000 € par an. Et puis j'ai 50 000 € d'apport. Voilà. Donc là, et je recherche une entreprise de plus de 10 salariés sur un marché de niche, etc., etc. Donc il faut forcément que la cible que vous recherchez, votre rapport soit en correspondance avec la cible que vous recherchez. Et puis il faut avoir le contact facile et l'aptitude à négocier. Donc ça, oui, effectivement, il faut être... je dirais très très ouvert, et être beaucoup dans l'échange, dans l'humilité aussi, parce que quand on rencontre le dirigeant, on est sur un lien entre les personnes. Et ce qui fait le succès d'une session, d'une reprise,
c'est le lien entre les personnes. Manuel, je m'arrête ici, je laisse... Juste une question. Oui. Est-ce qu'un repreneur peut se désister? Est-ce qu'il y a un délai de rétractation envisageable? Alors, est-ce que le repreneur peut se désister? Oui, il peut se désister. Alors, ça dépend à quel stade il est de la négociation. Mais en fait, dans les documents qui sont rédigés par des experts, des juristes, donc je parlais justement tout à l'heure de la lettre d'intention du compromis, il va y avoir des conditions suspensives dans ces documents juridiques. Et donc, ces conditions suspensives, le principe des conditions suspensives, c'est de dire le contrat est caduc s'il arrive telle ou telle condition. Voilà. Donc, voilà, je fais... pardon, excusez-moi. Pause. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc c'est effectivement les conditions suspensives, c'est par exemple celle la très classique, c'est ne pas obtenir le prêt bancaire. Voilà, donc si dans le document lettre d'intention protocole d'accord, il est notifié que le contrat est réalisé sous réserve que les prêts sont obtenus, effectivement, si le repreneur n'obtient pas les prêts, dans ces cas-là, le contrat est rompu. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Merci de votre attention. Moi, je reste à votre disposition pour toute information que vous souhaiteriez avoir sur le sujet de la transmission reprise d'entreprise. Pensez à prendre contact avec tous les collègues du réseau CCI. Sur chaque territoire, il y a un collègue qui est spécialiste de sujet, donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec lui pour faire progresser votre projet de cession ou de reprise. Merci beaucoup Manuel, en tout cas pour cette explication très très précise de la session transmission. Sachez qu'on se retrouve après la pause déjeuner pour un dernier après-midi qui concerne tout ce qui est formation, accompagnement des jeunes dans l'insertion et dans l'intégration du monde de l'entreprise. On aura 2 ateliers cet après-midi. Le premier qui est porté par un collectif Territoire Partagé et donc qui accompagne l'insertion des jeunes les plus éloignés de l'activité professionnelle, et un autre en deuxième partie d'après-midi qui concerne l'alternance, avec un témoignage de l'ICEP qui viendra nous apporter leur expérience en termes d'accompagnement des alternants, d'intégration du monde de l'entreprise, avec le témoignage à la fois d'une étudiante en l'occurrence, et d'un chef d'entreprise qui travaille avec des alternants. Donc on se retrouve après la pause déjeuner. N'oubliez pas de liker la vidéo de Manuel si vous avez apprécié le contenu, ou à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour pouvoir suivre les prochaines vidéos en cours. Et à très bientôt. Merci.